Bona tarda, benvinguts a l'Escola Europea d'Humanitats. Fa 15 dies parlàvem de la qüestió del suïcidi en general com un dels fenòmens i problemes importants de la societat. Avui el tema és el terrorisme suïcidi com un fenomen contemporani. Els últims anys l'amenaça terrorista islàmica s'ha radicalitzat i s'ha desplaçat sovint en aquesta direcció i al mateix temps aquestes coses a vegades generen modes i arriben a altres territoris fins i tot. En tot cas, és una qüestió que em sembla que mereix una reflexió sèria i per això se'ns va acudir proposar-li al professor Olivier Roy. Olivier Roy és professor a l'Institut d'Estudis Avançats de Florència, un lloc molt reconegut en el que hi ha molts investigadors de diferents camps, amb una experiència, ha treballat com a consultor de les Nacions Unides, a l'OCDE, i sobretot és una de les persones reconegudes com millors especialistes en tot el que és el que en podríem dir el món musulmà i islàmic. Ell es va sentir atret per aquest camp amb una experiència que tenim similar, que és que de joves vam anar a parar ell amb autostop i jo amb uns amics amb cotxe des d'aquí, des d'Europa fins a Kabul, i ell s'hi va quedar enganxat i s'ha dedicat a aquest tema a partir d'aquell moment i d'aquella època. Jo m'ho vaig deixar córrer. En tot cas, és un dels millors especialistes que tenim en aquesta matèria i em sembla que la seva reflexió, que a més podem estirar molt més enllà del tema en concret d'avui, perquè el seu coneixement, insisteixo, de tot el que és la història del món islàmic és del màxim nivell i que a més ell la lliga molt bé amb tota una sèrie de qüestions del moment present, que és aquest moment de gran acceleració, que hi ha tantes coses que canvien i que no acabem de trobar el lloc on està. I doncs això, entre la lliberació, els costums, la revolució d'internet, el mercantilisme neoliberal i tantes altres coses, es viu amb una certa incertesa sobre la que ell procura sempre donar idees i pistes. Res més per la meva part. Com sempre, ell parlarà ara durant uns 3/4 d'hora i després intervindrem, farem una mica de conversa ell i jo i intervindreu els que vulgueu de vosaltres. Olivier Roy, merci beaucoup d'être là. Voilà, c'est à vous. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais parler en français. Alors, ce qu'on appelle le terrorisme islamiste s'est manifesté, disons, sous ses formes actuelles pour la première fois en France en 1995, à Lyon, avec les attentats commis par un groupe dirigé par un jeune musulman d'origine algérienne de seconde génération qui s'appelait Kelkal, Khalid Kelkal. Et pendant 20 ans, donc de 1995 à 2016, on a des profils extrêmement similaires. J'ai une base de données personnelle d'à peu près 150 noms. Il y a des bases plus complexes, des bases de données plus complexes, parce qu'évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'un terroriste ? Bon. Et je ne vais pas me lancer là-dedans. Je prends comme critère les personnes ayant commis, en France ou en Europe, des attentats touchant essentiellement des civils, donc des innocents, au nom du djihad, qu'ils soient liés ou non à deux organisations internationales, djihadistes, Al-Qaïda, et ensuite Daesh, ou ISIS, ça dépend comment on l'appelle. Donc là, on a, si vous voulez, un critère très empirique, mais qui fonctionne. Qui sont ces jeunes ?
quelles sont leurs motivations. Et bien entendu, l'idée derrière ça, c'est comment les contrer. Qu'est-ce que pourrait être une politique de contre-terrorisme ou de déradicalisation. Alors, le terrorisme n'est pas nouveau. Le terrorisme défini comme le fait de tuer des civils innocents ou au hasard afin de créer un état de panique dans une société donnée, ça remonte au XIXe siècle. Les anarchistes, par exemple, revendiquaient des attentats. Évidemment, pour eux, les gens n'étaient pas innocents. Mais enfin, bon, on a eu, évidemment, au début du XXe siècle, du XXe siècle, des attentats commis par des différentes organisations politiques. On a eu en France, dans les années 50 et 60, les attentats commis par le FLN algérien et par l'OAS française, etc. Et puis, on a eu, dans les années 70, en France et en Europe occidentale, beaucoup d'attentats commis en relation avec le Moyen-Orient. Des attentats palestiniens, des attentats kurdes, des attentats arméniens, etc. Bon. Et puis des attentats iraniens, enfin, commis au nom de la défense de l'Iran islamique. Qu'est-ce qui est nouveau avec les attentats commis à partir de 1995 ? Alors la première chose qui m'a frappé, c'est que ce sont des attentats où la personne qui le fait n'a pas l'intention de survivre. Alors, j'ai parlé du mot suicide, évidemment, on peut nuancer, mais ils ne survivent pas à l'attentat. Et c'est nouveau. Tous les attentats commis jusqu'alors, les gens, les acteurs terroristes, essayaient de sortir vivants, dans l'idée de recommencer, bien sûr. On a quelques cas spécifiques avec les anarchistes qui se laissaient volontiers capturer, mais pour ensuite transformer leur procès en tribune. Ça, c'était un grand classique des attentats anarchistes. Mais en gros, ces attentats n'étaient pas des attentats suicides. On a, à partir de 1995, des attentats suicides. Commis au nom du djihad. L'attentat suicide n'est pas existait aussi déjà. Ce sont les tigres tamouls de l'Inde du Sud qui ont systématisé les premiers, l'attentat suicide dans les années 80. On l'a vu le PKK turc aussi monter des attentats suicides. Dans le cas qui nous intéresse, il faut voir une chose. Les attentats suicides ne sont pas rationnels sur un plan strictement militaire. C'est-à-dire, un attentat, par exemple, comme le Bataclan à Paris, en 2015, c'est une vingtaine d'acteurs, soutenus par un réseau logistique de plusieurs dizaines de personnes. C'est 2 ans de préparation. Ça n'est pas beaucoup d'argent, mais ça demande des gens entraînés. Ce sont des militants expérimentés qui font ça. Or, pratiquement tous les membres du commando qui a attaqué à Paris sont morts, sauf Abdeslam, sauf un. Ils sont tous morts. Et d'un point de vue, j'allais dire, rationnel, ça fait 12 militants entraînés en moins. Or, ils auraient pu, une partie d'entre eux auraient très bien pu s'échapper. Ils auraient pu commettre leur attentat et ensuite se cacher et recommencer. Il est intéressant de voir qu'ils n'ont jamais prévu de plan B. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de plan pour s'enfuir après l'attentat. Voilà. Dans aucun des attentats commis donc de 1995 à 2016 au nom de l'islam, les auteurs de l'attentat n'avaient prévu de fuir. Ça interpelle, ça pose problème. Pourquoi ? Alors, on a beaucoup glosé là-dessus, mais c'est autour de cette question que j'ai fait ma recherche, parce que je pense que c'est une question clé. On a,
ma base de données, donc ici c'est à peu près 150 personnes, sur 22 ans, et avec une constante, la quête de la mort. Alors, là, on a deux pistes de recherche. Une, ce que j'appellerais la piste verticale, c'est-à-dire historique. Ces jeunes ont commis leurs attentats au nom du djihad. Le djihad est une notion classique en islam, avec des sens très très différents, bien sûr. Chacun peut l'interpréter à sa manière. Il y a, disons, trois définitions classiques, mais bon, peu importe. Donc on peut dire il faut faire l'histoire du djihad en islam pour comprendre comment ces jeunes ont agi, pourquoi et comment ils ont agi. Et là, tout le monde s'est précipité dans cette direction-là. Alors ça commence, par exemple, par tout simplement lire le Coran. On lit le Coran, on regarde ce que le Coran dit sur le djihad, qu'est-ce que le Coran dit sur la guerre, qu'est-ce que le Coran dit sur le martyr, ce que le Coran dit sur le salut, sur le paradis, etc. Et on fait une théorie. Puis après, on regarde comment cette théorie s'est développée au cours de l'histoire. Et là, on peut faire, si vous voulez, une généalogie du radicalisme. Bien sûr, parce que, comme dans toutes les religions, vous avez plusieurs versions, modérées, libérales, radicales, extrêmes. Bon. Donc, on définit une généalogie extrémiste. Alors, ça part du Coran, bien sûr. Ensuite, on va à Ibn Taymiyyah, un auteur du XIIIe siècle, qui avait, en gros, dit que on pouvait tuer les occupants mongols, même s'ils se convertissaient à l'islam, et à la limite surtout s'ils se convertissaient à l'islam. Et puis on passe par les wahhabites en Arabie Saoudite, on arrive aux frères musulmans en Égypte au début du XXe siècle, et puis on a Saïd Qutb, un penseur frère musulman qui développe une théorie très radicale du djihad et de l'action. Ensuite, on a la guerre d'Afghanistan, où on a des volontaires étrangers musulmans qui sont allés se battre aux côtés des moudjahidines contre les Russes et les communistes. Et puis, on a Ben Laden, Al-Qaïda, et après Daesh, État islamique en Syrie. Et on essaie de comprendre comment fonctionne cette généalogie du radicalisme. Alors, c'est une démarche légitime. Je ne la critique pas du tout, c'est normal qu'on essaie de voir l'histoire des concepts utilisés par les radicaux. C'est normal. Mais il y a plusieurs choses qui ne vont pas. En particulier, pourquoi, s'il y avait une généalogie religieuse de l'attentat-suicide, pourquoi les premiers attentats-suicides datent de 1995 ? Pourquoi il n'y en avait pas avant ? Alors, bien sûr, il y avait des martyrs. Il était positif de mourir au combat, parce que cela garantissait l'accès au paradis. Mais il ne fallait pas chercher la mort. En islam, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, le suicide est condamné. C'est un péché. Pourquoi ? Parce qu'on anticipe sur la volonté de Dieu. Il ne faut pas craindre la mort, ça c'est tout le monde d'accord, mais il ne faut pas chercher à mourir. Et dans les trois religions monothéistes, c'est une constante. Donc, on valorise, disons, le courage du combattant qui attaque l'ennemi, mais on ne valorise pas du tout sa volonté de mourir à tout prix. Alors, pourquoi ça serait un phénomène contemporain ? C'est ça qui m'a très largement interpellé. D'autre part, les explications religieuses données par soit Al-Qaïda, surtout par Daesh, sont très contournées. Il n'y a pas de jurisprudence, évidemment, pour valoriser l'attentat suicide. Et d'autre part, quand on regarde l'itinéraire personnel de ces jeunes, très peu d'entre eux ont une formation religieuse. C'est-à-dire que très peu d'entre eux ont, si je pourrais dire, refait dans leur vie la généalogie des concepts de sacrifice et de salut. Ce ne sont pas des gens qui, d'abord, lisent le Coran,
ensuite réfléchissent, font des études religieuses et arrivent à la conclusion que oui, bon, il faut monter un attentat. Tous sont immédiatement fascinés par l'attentat. Tous sont fascinés par le radicalisme d'emblée. Quand ils vont suivre une formation religieuse, ils ont en général déjà décidé de se lancer dans le djihad. Certains d'entre eux sont passés par les mosquées, mais la grande majorité d'entre eux ne sont pas passés par les mosquées et fréquentaient très peu les mosquées. Alors on trouve régulièrement un personnage charismatique qui s'autoproclame imam, qui fait des prêches, qui peut monter sa mosquée, mais lui-même n'est jamais un savant religieux, il n'est jamais un théologien. C'est un prédicateur autoproclamé, qui est en général un peu plus vieux que les jeunes qu'il envoie au combat, mais qui n'est pas fondamentalement différent d'eux. La plupart de ces jeunes ne lisent pas l'arabe. Et ne cherchent pas vraiment l'endroit où ils apprennent l'arabe, c'est en prison. C'est après. Alors après, en prison, oui, ils vont travailler. Ils vont apprendre l'arabe, ils vont lire le Coran, etc., etc. Et quand ils passeront en procès, ils auront une formation religieuse bien plus élevée que lorsqu'ils sont rentrés en prison. Bon, on sait que la prison est finalement très souvent une académie du radicalisme. C'est en prison que les jeunes se radicalisent beaucoup plus que dans les mosquées. Donc, l'intérêt de ces jeunes, ce qui les intéresse, c'est le modèle du djihadiste, c'est la révolte, c'est un désir de vengeance contre la société, c'est une fascination pour la violence, mais la réflexion religieuse vient après. Elle n'est pas au début du processus de radicalisation. Alors, évidemment, quand ils passent à l'action, ils sont musulmans, ils sont croyants, ils croient qu'ils vont aller au paradis, ça c'est sûr, ça ne sert à rien de mettre en doute leur foi personnelle. Donc je ne dis pas que la religion est un prétexte chez eux. C'est plus qu'un prétexte. C'est le grand récit dans lequel ils vont incarner leur révolte. Et ils ont besoin d'un grand récit. Ils ont besoin de donner un sens à leur révolte, ou ce que j'appellerais leur nihilisme. On reviendra là-dessus. Donc, je me suis intéressé à une autre dimension que la dimension verticale, c'est-à-dire celle qui va du Coran jusqu'à l'attentat. Je me suis intéressé à la dimension horizontale. Qu'est-ce qu'il y a comme forme de violence suicidaire dans les sociétés contemporaines ? À quoi, finalement, a-t-on affaire peut-on parler d'un phénomène générationnel ? Et ma conclusion, c'est que oui, on a un phénomène générationnel qui est assez intéressant parce que maintenant, on a assez de distance dans le temps pour avoir un regard plus froid, je dirais, sur ce terrorisme. Donc, comme je le disais, ça a commencé en 1995 avec Khaled Kelkal, et ça va non pas se terminer, mais ce modèle d'attentat terroriste va durer jusqu'en 2016-2017, avec un attentat contre un couple de policiers français, mené par un jeune qui s'appelait Larossi. Et pendant ces 21-22 ans, on a le même profil. Après, on n'a pas une fin des attentats. Les attentats continuent. On a toujours régulièrement un attentat dit islamiste quelque part en Europe, toujours. Mais là, à partir de 2017-2018, les profils changent complètement. Et les profils deviennent très hétérogènes. L'âge, ça peut aller de 16 ans à 40 ans. Les origines, ça peut être des convertis, ça peut être des migrants, ça peut être
des touristes, des gens qui sont venus avec un visa de tourisme, etc. Ça peut être des réfugiés politiques. Ils viennent de tous les pays, ça peut être des Tchétchènes, ça peut être des Irakiens, des Afghans maintenant. Et ils sont dans une action qui est beaucoup plus individuelle. Ils n'ont pas de réseau solide, de réseau logistique par exemple. Ils utilisent essentiellement des armes blanches, couteaux. Voilà, les attentats d'aujourd'hui, ils se font soit au couteau, soit à la voiture. Et je dirais l'avantage de ces deux modes de tuerie, c'est qu'on n'a pas besoin d'une organisation logistique. Le couteau, vous l'achetez au magasin d'à côté, et la voiture, vous la volez, ou vous prenez la voiture de vos copains ou de vos parents. Il n'y a pas besoin d'organisation. Dans aucun de ces réseaux, de ces attentats derniers, on a trouvé de véritables réseaux. Il y a toujours un milieu, c'est-à-dire il y a toujours des gens qui connaissaient l'assassin et qui savaient qu'il allait passer à l'action, etc. Mais on n'a pas de réseau organisé. Donc, il y a une rupture, si vous voulez, vers 2016-2017. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui s'est passé entre 1995 et 2016. Quand je dis qu'on a un profil similaire, en fait, on a deux profils. La grande majorité des attentats sont menés par des jeunes de seconde génération. C'est-à-dire des jeunes dont les parents se sont installés en Europe à la suite de l'immigration de travail des années 60-70. La grande majorité. Enfin, 60%, 65% sont des jeunes de deuxième génération. Et la deuxième catégorie après eux sont des convertis. Des convertis de même âge. Pas forcément même milieu. Vous avez des convertis qui viennent du même quartier, du même immeuble, ils se connaissent. Et du coup, le jeune qui n'est pas musulman va se convertir sous l'influence des autres et va rejoindre leur groupe. Mais on a aussi des phénomènes de conversion qui sont tout à fait inattendus. En France, le département qui a fourni un maximum un des chiffres le plus important de convertis par rapport à la population, c'est le département de l'Orne, en Normandie. Bon. Et un département rural, où il y a peu d'immigrés. Et voilà, on a toute des convertis qui ont rejoint le djihad de ce département-là. L'Ouest français est une des zones qui a produit le plus de convertis pour le djihad. La Corse n'en a produit aucun. C'est curieux. En Corse, il y a une tradition de maniement de l'arme, de dynamite, tout ce que vous voulez. On n'a aucun Corse qui s'est converti à l'islam et qui allait faire le djihad en Syrie. Bon. Vous me direz, ils étaient assez occupés en Corse, mais c'est une autre question. Donc pourquoi il y a des disparités comme ça, et qu'est-ce qui fascine ces jeunes convertis? Alors, la conversion au début a été complètement sous-estimée par les services antiterroristes, la police et les juges. Ils ont tous considéré que c'était du lavage de cerveau, et en particulier les filles. Quand on a eu une série de filles françaises d'origine, de souche comme on dit, qui sont parties au djihad, l'interprétation de la police et des juges antiterroristes, c'était que c'était des jeunes filles naïves qui avaient été séduites par de jeunes et beaux djihadistes et qu'elles les avaient rejoints par amour et qu'elles ne se rendaient pas compte de ce qu'elles faisaient. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'elles savaient très bien ce qu'elles faisaient. Que l'argument de la naïveté était un argument utilisé par les avocats et par les familles surtout, mais qu'en fait, le choix qu'elles faisaient était un choix réfléchi. Et on a eu une augmentation du nombre de femmes djihadistes à partir de 2010, 2011, 2012. Donc ça aussi, ça interroge. Pourquoi des jeunes filles, en général éduquées, enfin des lycéennes, etc., passent au djihadisme? Pourquoi un converti? Pourquoi se convertit-on? Pourquoi un fils, là je pense à un cas précis, un fils de militaire breton français, catholique,
décide un matin de se convertir à l'islam et de partir faire le djihad en Syrie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alors, je vais donc essayer de comprendre ça. Je ne dis pas que tous les terroristes correspondent au modèle que je décris. Ce que je décris là, c'est un modèle qui a sa pertinence, qui aide à comprendre, mais je ne dis pas que c'est la vérité absolue et qu'il n'y a pas d'autres cas. Enfin bon, restons nuancés. Alors, où est-ce qu'on trouve d'autres formes de violence suicidaire? Il y a un cas très connu, c'est le phénomène dit Columbine. C'est-à-dire, aux États-Unis, un jeune d'une école, en général une école secondaire, qui revient dans son école avec une arme, une Kalachnikov par exemple, et se met à tirer dans le tas, à tuer tout le monde. Il y a quelques similarités avec le Bataclan. C'est-à-dire que quelqu'un, un jeune, arrive dans un endroit où il y a beaucoup d'autres jeunes et tire dans le tas. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le fait de ne pas survivre. La plupart des auteurs d'attaques contre les écoles aux États-Unis, soit se sont suicidés, comme les deux premiers, Columbine, soit se sont fait tuer par la police. Mais aucun n'a essayé de s'échapper. Donc on a ce même phénomène, ou très peu ont essayé de s'échapper. On a cette même structure, une attaque qui vise des jeunes, d'autres jeunes, qui vise des civils, indiscriminés, où on ne prévoit pas de fuite. La fuite n'est pas prévue. Voilà. Ce qui est une forme de suicide. Qu'est-ce qu'ils ont aussi en commun? Eh bien, je dirais la mise en scène de l'attaque, la mise en scène de l'opération. La plupart d'entre eux, aussi bien les terroristes que les jeunes écoliers d'Amérique, annoncent à l'avance ce qu'ils vont faire. Alors, ils l'annoncent parfois de manière un petit peu cryptique. Ils vont, par exemple, envoyer un mail ou annoncer sur leur page Facebook, etc., que quelque chose de très important va se passer demain matin. Ils publient des photos d'eux en train de manier des armes, en train de faire de grandes déclarations. Beaucoup d'entre eux se filment en train de tuer. Beaucoup d'entre eux ont enregistré à l'avance une vidéo où ils expliquent ce qu'ils vont faire et ils demandent qu'on diffuse la vidéo après leur mort. Et ils mettent en scène leur action. Alors, ils vont soit porter des t-shirts avec des inscriptions particulières, soit se prendre en photo avec des symboles. Alors, chez les gens de Columbine, c'est souvent des symboles sataniques, par exemple. Donc, c'est assez intéressant de voir que côté Columbine, c'est plutôt le satanisme. Côté musulman, c'est plutôt l'islam, évidemment. Mais on a deux inscriptions dans le religieux. Et il y a une chose qui est absolument commune, c'est se définir comme des héros. Dire d'emblée, demain, je serai un héros. Parce que j'aurais sacrifié ma vie. Alors, le musulman va dire « je me sacrifie pour la Oumma, pour la communauté musulmane ». Le gars de Columbine va évidemment pas dire qu'il se sacrifie pour quelqu'un ou quelque chose. Il dit juste « les journaux parleront de moi, je serai un héros ». D'où cette espèce d'escalade macabre qu'on a aux États-Unis, où on essaie de faire mieux que celui d'avant. Là, il y a 15 jours, les Américains ont arrêté préventivement, heureusement, un jeune qui faisait le calcul donc, du nombre de morts dans tous les attentats commis dans des écoles depuis 20 ans, et qui disait, alors je ne me rappelle plus quel était le maximum, mais je crois que c'est une trentaine d'enfants, il disait, moi je ferai plus. Je vais attaquer mon école la semaine prochaine, et j'en tuerai plus. Et comme ça, on parlera plus de moi. Donc il y a cette espèce de narcissisme évidemment pervers, de narcissisme
et d'individualisme. Ceux qui sont allés en Syrie, parmi ces terroristes, se faisaient filmer là-bas, entre copains, on se filmait, dans des postures, j'allais dire des postures épiques. Bon, un des convertis au char, alors, quand il était en France, c'était un garçon timide, qui parlait à personne, qui se faisait un peu victime de bullismo à l'école, etc. Et une fois arrivé en Syrie, il se fait photographier debout sur une Toyota, avec la Kalachnikov, une barbe, un turban, et brandissant son arme. Et il est beau, hein, il est beau. Et voilà, ça c'est une belle photo. Et beaucoup d'ailleurs de convertis, parmi les convertis, beaucoup diront « Ah oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais faire comme lui ». Donc il y a cette espèce de vision de soi comme un grand héros, et cette importance à ce que le nom soit connu, que les gens sachent ce qu'on a fait, etc., etc. Cette fierté du massacre. Une autre dimension commune, c'est ce que j'appellerais le no future. C'est que ces jeunes-là ne s'inscrivent pas dans une utopie. Alors, on comprend très bien ça pour les jeunes de Columbine. Pour les musulmans, on pourrait dire, mais si, ils se battent pour une utopie. Le califat, par exemple. Réaliser le califat. Et quand on regarde leur trajectoire individuelle, on voit qu'aucun d'entre eux n'a eu de pratique sociale collective. Je vous donne un contre-exemple. La plupart des radicaux, des terroristes d'extrême gauche en Europe, des années 70, les Brigades Rouges, la bande à Bader, étaient en général des militants politiques qui venaient, par exemple, du Parti communiste ou d'une autre organisation. C'était souvent ils avaient souvent eu une activité sociale de militants, dans un syndicat ou des choses comme ça, ou à l'université. C'était des militants qui agissaient pour une cause. Et ils sont passés à la radicalisation terroriste quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas suivis par les masses. Mais ils se considéraient comme faisant partie des masses. Tandis que là, chez les jeunes qui ont rejoint le terrorisme islamique, aucun d'entre eux n'a eu de pratique sociale. Aucun ne fréquentait vraiment une mosquée. Aucun ne militait dans une association musulmane, même culturelle. Aucun ne faisait de syndicalisme, de vie politique, etc. Aucun. C'était des solitaires. Tous, des solitaires. Ils se retrouvaient entre eux, souvent dans un lieu précis. C'était la bande de copains. Et alors, un phénomène très curieux, là, essentiellement chez les terroristes islamistes, c'est l'importance des fratries. Dans toutes les cellules terroristes qui ont agi en Europe, mais inclus aussi ceux de Barcelone, vous êtes des frères. Et ça, on trouve ça dans aucune organisation terroriste. Dans le groupe du Bataclan, si on élargit le groupe au soutien logistique, il y avait 5 paires de frères. 5. C'est-à-dire 10. Bon. Et c'est j'allais dire, c'est la preuve de la désocialisation. C'est-à-dire, on est avec sa famille, avec les siens. C'est très générationnel. Il n'y a pas le père et il n'y a pas les enfants. On est entre frères. Et très souvent, on redouble ce lien de fraternité en mariant les sœurs et les copains. Et on crée comme ça une petite entité familiale terroriste. Alors, comment on peut dire que les militants islamistes étaient nihilistes, no future. Quand ils vont rejoindre le djihad en Syrie, aucun ne participe à la société civile. C'est-à-dire, aucun n'y va comme infirmier, comme docteur, comme expert en quoi que ce soit.
ils y vont exclusivement pour combattre. Et ça, c'est assez différent des membres de l'extrême gauche, par exemple, qui allaient dans des guérillas, où ils essayaient de développer dans la guérilla une société libre. Beaucoup de gens d'extrême gauche faisaient aussi de l'humanitaire. Soit on commençait par l'humanitaire, soit on finit par l'humanitaire. Là, dans ces radicaux-là, il n'y a aucun humanitaire, aucune ONG, uniquement le combat. La référence était des références d'apocalypse, c'est-à-dire que on va vers l'explosion, et il faut même pousser pour que l'explosion arrive le plus tôt possible. Et donc, dans la tradition de l'Apocalypse, il y a l'Antéchrist qui vient, et ensuite, le règne de Dieu arrivera après la grande bataille, l'Armageddon, la grande bataille avec l'Antéchrist. Bon. On trouve ces références-là en islam aussi. Et chez eux, elle est centrale. Le journal de Daesh s'appelait Dabiq. Dabiq, c'est le nom d'un petit bled, d'un village en Syrie du Nord, où est censé se dérouler le grand combat de l'Armageddon. C'est l'équivalent musulman de l'Armageddon juif et chrétien. Donc pour eux, je veux dire, la mort est logique dans le sens où il n'y aura pas demain une meilleure société. Ça ne les intéresse pas. Une chose qui m'a frappé aussi, beaucoup d'entre eux sont partis se faire tuer juste après que leur épouse ait donné naissance à un enfant. Ça, c'est très frappant. Bon, il y en a un qui vient de mon département en France, il était de Chartres, il a eu un petit bébé 6 mois avant de participer à l'attentat du Bataclan. Et on a plein de cas comme ça. Comme si pour eux, le no future, ça s'étend aussi à la famille. Ça ne sert à rien de faire des enfants, on s'en fiche, quoi. Ça ne compte pas. Donc là, il y a cette culture de la violence apocalyptique qu'on retrouve également chez ceux qu'on appelle les satanistes et chez beaucoup de jeunes pour qui no future. Il y a pas, et on est dans une... je veux dire, c'est la première fois... Enfin, non, j'en sais rien. Mais on a une jeunesse aujourd'hui pour qui l'avenir ne peut être que négatif. En général, quand les jeunes s'engagent dans un mouvement, c'est un mouvement utopique. C'est l'idée que demain sera meilleur. Et là, l'idée, c'est que demain sera pire. Les écologistes, par exemple, ne luttent pas pour un meilleur lendemain. Ils luttent tout simplement pour mettre fin au réchauffement climatique, pour arrêter le temps, voire revenir avant. Mais pas du tout pour qu'il y ait une... ils ne voient pas... Dans le temps, pour eux, n'est pas un facteur positif. Ça n'est pas quelque chose qui va amener du meilleur. Ça ne peut amener que du pire. Et je trouve qu'il y a là une espèce de base commune dans une certaine jeunesse, l'absence de tout espoir dans le futur. Alors dans ces cas-là, une des conclusions possibles, c'est pourquoi pas mourir maintenant. Et là, j'en rejoins cette logique du suicide en général. Bon. Un autre point important dans l'étude transversale, c'est qu'ils partagent la même culture jeune, youth culture, la même culture jeune, la même esthétique, le goût des mêmes musiques. Il est étonnant de retrouver chez des djihadistes un certain nombre de rappeurs. Le plus connu en Allemagne, c'est un converti, Dennis Kuspert, qui était rappeur. Ce sont des grands consommateurs de jeux vidéo. Call of Duty est très très populaire, était très populaire chez les djihadistes. Call of Duty. Alors en plus, ils jouaient sur Call en prenant au sens religieux l'appel. Je suis appelé à devenir un martyr. Ils regardent les mêmes films, Scarface de Robert De Niro, avec Al Pacino, très populaire.
Donc on s'aperçoit dans le fond que quand ils sont devant leur ordinateur, ils sont complètement immergés dans la même culture jeune. Alors ils vont y ajouter des éléments différents, mais ils vont en quelque sorte islamiser cette culture jeune en prenant des héros musulmans, par exemple. Mais ils sont dedans, c'est la même. Leur loisir, très souvent, c'est dans des clubs de sport de combat. On s'est aperçu que les clubs de sport de combat recrutent beaucoup plus que les mosquées. On a même un groupe de Hells Angels belges, flamands, les Kamikaze Riders. Ils s'appelaient comme ça, Kamikaze Riders. Ils faisaient de la moto, avec leur barbe, etc., à Anvers. Et une partie du groupe est passée au radicalisme, au terrorisme. En même temps, ce sont des consommateurs de drogue, pas tous, bien sûr, mais beaucoup d'entre eux ont un passé de petits délinquants et de drogués, ou d'alcooliques, mais surtout de drogués. Et beaucoup voient dans le passage, disons, à l'islam, soit la conversion, soit born again, on revient musulman, ils y voient justement un moyen de sortir d'une crise existentielle, de la drogue, de la délinquance, de la prison, etc. Donc on trouve ce même environnement de drogue, de violence, mais aussi de consommation d'une culture qu'on vit sur Internet essentiellement, et qui est une culture où il y a une fascination pour la mort évidente. Alors, où en est-on ? Eh bien, s'est passé un phénomène assez curieux, c'est que pendant 22 ans, donc on a ce même profil, ou ces deux mêmes profils, et puis maintenant, comme je disais, il n'y a plus de fil conducteur. Sinon que ceux qui commettent des attentats en France aujourd'hui appartiennent à ce que je pourrais définir comme une population flottante, avec beaucoup de cas psychiatriques. Alors, population flottante, ce ne sont plus des enfants d'immigrés enracinés. Ça, c'est fini. La deuxième génération, en France, pour l'Espagne, l'Italie, c'est différent. Mais en France, en Allemagne, on est à la troisième génération. Et la troisième génération se radicalise beaucoup moins. Ils sont sur d'autres thématiques. Donc du coup, les auteurs d'attentats maintenant ne sont plus inscrits dans l'immigration ancienne. C'est fini. Alors on trouve ceux qui sont dans les immigrations récentes, par exemple en France, les Tchétchènes. Parce que les Tchétchènes, alors, l'assassin du professeur Paty était un Tchétchène. On a 3 ou 4 Tchétchènes dans les 5 dernières années, jeunes Tchétchènes. Mais c'est un phénomène de seconde génération. C'est leurs parents qui se sont installés en France en 2000, la plupart comme réfugiés politiques, à la fin des années 90. Donc là, c'est toujours la logique de la deuxième génération. Mais maintenant, donc, on a des cas psychiatriques, des migrants qui ne sont pas des immigrants. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous avez une population de migrants qui n'arrêtent pas de circuler. L'assassin de celui qui a commis un terroriste à Nice, alors il est tunisien, il est parti de Tunisie, c'est pas une seconde génération, il est tunisien. Il s'est installé en Italie, il a épousé une Italienne, puis il est monté en Suède, où il a été débouté du droit d'asile, il est redescendu en France. Voilà, on a beaucoup de cas comme ça, de flottants. On a de plus en plus de gens qui se sont vus refuser l'asile politique, en particulier les Afghans syriens. Ce qui est nouveau. Il n'y avait aucun Afghan, aucun Syrien dans les radicaux, mais depuis 2 ans, on en voit. Donc, et puis on a beaucoup, oui, j'insiste là-dessus, des cas psychiatriques. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que des attaques au couteau, il y en a plein. Mais les journaux ne parlent que de celles où l'auteur est musulman. Si c'est un simple fou, c'est un fait divers.
si la personne en question est musulmane, c'est un attentat islamiste. Alors ça donne des cas, bon, c'est toujours tragique, mais bon, il y en a un à Annecy, hein, il a un nom arabe, il est syrien, hein, et il tue un enfant dans la rue. Non. Donc immédiatement, la presse, attentat islamiste. Problème, le gars est chrétien. Hein. C'est un Syrien, hein, mais il est chrétien. Alors à ce moment-là, l'événement est rétrogradé. Hein. Ça n'est plus un attentat islamique, c'est un fait divers. Ce qui fait que on ne voit pas, ou on ne veut pas voir, la continuité, encore une fois, entre ces différentes formes de violence. Donc, on n'est plus maintenant dans des attentats structurés. Daesh a été vaincu, Al-Qaïda est en hibernation. Bon. Mais par contre, il faut savoir que, oui, on est confronté à cette violence flottante, individuelle, radicale à sa manière, hein, c'est-à-dire de refus radical, d'antisociété. Et ça, c'est malheureusement profondément ancré dans la société d'aujourd'hui. Donc je pense que le terrorisme qu'on a connu pendant 22 ans n'est plus maintenant la forme dominante, loin de là, mais qu'on n'en a pas fini avec la violence dans la vie quotidienne, parce qu'elle est justement liée à un profond pessimisme d'individus par rapport au futur. Vous voulez, on a une crise de la vision du futur qui pousse des gens, à avoir des comportements à la fois radicaux, violents, donc terroristes dans ce sens-là, et suicidaires. Donc ça n'est pas une conclusion très optimiste, mais bon, j'ai passé mes 45 minutes, donc l'optimisme sera pour après. J'ai plusieurs questions, mais je pense pour commencer, j'aimerais voir la relation entre la figure de l'attentat suicide et les grands attentats suicides, l'11 septembre. Alors, l'11 septembre, oui, c'est un attentat suicide. Il savait parfaitement qu'il allait se suicider, mais quand même, est fruit d'une organisation préparée, calculée. C'est pas un moment de psychologique, c'est pas un moment de réaction inattendue. Oui, mais le 11 septembre fait partie de l'ensemble que je viens de décrire. Alors, c'est le modèle absolu, évidemment. Parce que là, il y avait derrière une organisation logistique très, très sophistiquée. Mais il y a deux points sur lesquels c'est semblable. D'abord, c'est conçu depuis le début comme un attentat suicide. Depuis le début. Donc ça pose le problème de l'irrationalité, en un sens. Puisqu'on a des militants qui sont très compétents, puisqu'ils ont appris à piloter un avion, qui sont très déterminés, ils vont tous disparaître dans l'action. Et Al-Qaïda ne pourra jamais refaire un 11 septembre. Et le deuxième point, c'est que quand on regarde la trajectoire des cadres du groupe, elle correspond à ce que je dis. Ce sont des jeunes qui sont d'origine moyen-orientale, qui se sont radicalisés en Europe, pour ceux qui ne sont pas nés en Europe. D'autres, c'est typiquement seconde génération. Et la fascination pour la mort, il suffit par exemple de lire le testament de Mohamed Atta, le chef du groupe, qui est assez intéressant, parce que là on voit qu'il a une vision nihiliste de la mort. Il ne parle pas. Parce qu'on dit souvent, oui, mais ils se disent que quand ils vont atteindre le paradis, ils auront 72 vierges à leur disposition. Bon. Mohamed Atta, dans son testament, ne parle pas du tout de ça, et il dit au contraire, si mon corps est conservé après ma mort, je ne veux qu'aucune femme ne touche mon corps. Bon. Et là, on sent une misogynie presque psychanalytique. Là, c'était pas un gars qui était fasciné par le sexe, manifestement. Donc, oui, non, pour moi, ça fait partie de mon lot, quoi.
J'en ai pas parlé parce que je me concentrais sur oui, non, l'Europe. mais comme que c'est un peu symbolique, oui. non? Mais là, il y a un passage des gestes individuels en geste collectif organisé. Ah oui, bien sûr. Mais pour les... Ben Laden est un politique. Ben Laden est un politique. Il pense une stratégie. Donc il donnait des consignes. Par exemple, Ben Laden disait toujours à ses troupes, évitez de vous lancer dans le problème de savoir qui est le meilleur musulman. Parce que là, si vous vous concentrez sur les divisions dans le monde musulman, vous affaiblissez le monde musulman. Alors, il disait, on est tous d'accord, les chiites sont des hérétiques. Mais perdez pas votre temps à tuer les chiites. Tuez les Américains. Bon. Tandis que Abu Bakr, le Baghdadi, le chef de Daesh, lui, il était tuer les chiites, tuer tous les hérétiques, etc., etc. Il était dans une stratégie qui, politiquement, était suicidaire. La stratégie de Daesh d'étendre en permanence un califat territorial était évidemment condamnée à l'échec. C'est pas comme les talibans. Les talibans, ils disent, nous, on veut créer notre émirat islamique en Afghanistan, mais on ne s'occupe pas de terrorisme, on ne s'occupe pas de djihad, et on respecte les frontières. Donc, fichez-nous la paix, laissez-nous faire ce qu'on veut chez nous, on ne vous embêtera pas, ne nous embêtez pas. Ça, c'est rationnel d'un point de vue politique. Mais l'État islamique en Syrie, c'est irrationnel. Irrationnel. Et évidemment, ils se sont mis tout le monde à dos, et à la fin, ils ont été complètement écrasés. Donc, et Ben Laden a perdu. Il a perdu parce que sa stratégie, qui était beaucoup plus fine, a été également un échec. Il y a une certaine géographie de l'attentat suicide. Il y a des pays musulmans qui en sont plus libres que d'autres, qui gèrent moins, qui produisent moins d'attentats suicides que les autres, ou c'est pareil? Non. Non, alors, ici, on a des choses assez paradoxales. Par exemple, les djihad du Sahel, en Afrique, font très peu d'attentats suicides. Il n'y a eu aucun... Bon, la France est au Sahel depuis longtemps, bien sûr, mais la France a lancé en 2013 une opération militaire contre le djihad au Sahel. Et le président Hollande a fait un grand discours en disant « Nous allons combattre les djihadistes au Sahel. La France est engagée dans une guerre contre le terrorisme. » Eh bien, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des attentats en France commis en représailles contre l'intervention française au Mali. Il n'y en a eu aucun. Aucun. Et le seul Malien qui a été pris dans les attentats, Koulibaly, il a déclaré qu'il se battait pour venger les Irakiens et les Syriens tués par les Français. Bon. Voilà. Donc on s'aperçoit que ces choix de passer à l'attentat suicide ne sont pas forcément liés à des situations géopolitiques précises. On n'a eu aucun Afghan impliqué jusqu'il y a 2 ans en Europe. Un grand pays comme l'Indonésie a connu très très peu d'attentats. Il y a eu quelques attentats à Bali et c'est tout. Par contre, au Pakistan, il y en a énormément. Donc après, pour chaque pays, il faudrait reprendre une attitude précise. Cette différence de pays, c'est significatif quand même, non? Oui, oui. Mais comme c'est lié à l'immigration, bon, dans les attentats, en Europe, les Maghrébins sont surreprésentés. Alors, on peut dire, en France, c'est normal, puisque l'immigration... Tout. Mais c'est vrai en Belgique, en Hollande, au Danemark. Or, qui est la population musulmane la plus nombreuse dans ces pays-là? C'est les Turcs. Et on n'a quasiment aucun cas, peut-être 1 ou 2, mais aucun cas d'un 2e ou 3e génération turque impliqué dans un attentat terroriste en Europe. On n'en a pas. Alors, bon, j'ai ma théorie pour expliquer pourquoi, mais voilà, c'est intéressant. Pourquoi en Allemagne, ce sont essentiellement des Maghrébins et des convertis. Et chez les convertis, il y a une surreprésentation de métis. Bon, ça peut s'expliquer aussi, de même qu'en Hollande.
Bon, après, il faudrait faire des analyses plus fines. Mais et la singularité de l'islam Oui. La singularité de l'islam, pourquoi dans l'islam et dans d'autres religions c'est moins évident? Pourquoi quand on... Alors, déjà, tout dépend qui est le dominant et le dominé. Je veux dire, si vous êtes un fondamentaliste américain et que vous voulez lancer une bombe sur des musulmans, vous vous engagez dans l'US Air Force. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire un attentat, ça serait complètement idiot, d'aller poser votre petite bombe, etc. Bon. Et là, vous bombardez l'Afghanistan, vous bombardez partout. Donc ça dépend de où vous êtes placé dans l'échelle des forces. Mais on a des attentats meurtriers commis par des gens d'extrême droite, comme Breivik en Norvège. Est-ce que c'est des attentats? C'est pas un attentat suicide. Alors, puisqu'il est vivant, mais il n'y avait pas de plan B non plus. Il s'est laissé capturer. Celui qui a fait l'attentat d'Oklahoma en 1993, je crois, ou 14, il a été exécuté. Donc il est mort. Mais est-ce qu'on peut dire... En un sens, il savait qu'il allait mourir. Il savait, parce que, surtout en Alabama, on ne fait pas de cadeaux, quoi. Bon, il était sûr que s'il était pris, il serait exécuté. Ça n'a pas joué à aucun moment, quoi. Ça l'aurait même plutôt encouragé, quoi. Donc il y a cette espèce de fascination pour le martyr aussi. Et c'est quelque chose qui peut monter avec le sentiment d'être transformé en minorité. C'est-à-dire maintenant, on a des suprémacistes blancs qui font tout le discours, la minorité c'est nous. Et donc c'est à partir de ce positionnement comme étant dans ceux qui souffrent qu'on peut avoir un réservoir de gens qui effectivement peuvent passer à l'attentat suicide. Cet élément que vous introduisez, c'est important, la fascination pour les martyrs, non? Oui. Les suicides croient qu'il sera, avoir un statut spécial pour avoir été martyr, non? Oui, mais alors ce statut, ils cherchent plus à l'avoir dans le monde, c'est-à-dire ils sont plus obsédés par l'image qu'ils vont laisser. D'où la vidéo. Si on pense que c'est seulement une affaire entre soi et Dieu, je fais un attentat suicide, et j'irai au paradis, et j'aurai mes 72 vierges. Pourquoi faire une vidéo? Dieu, il n'a pas besoin de regarder la vidéo. Bon, il sait ce que vous avez fait. Donc si on est soucieux de laisser une vidéo de soi, c'est qu'on pense essentiellement à la réaction de l'opinion publique. C'est à ça qu'on s'adresse. Donc ça reste très mondain au sens terrestre. Ça, c'est culture et spectacle, disons. Oui, ils sont dans la culture spectacle, absolument. Et quand on regarde, alors ça c'est la police qui fait les échanges de mails ou sur Facebook, etc., on va liker, on utilise tout le vocabulaire de n'importe quel jeune qui utilise l'Internet. On se lance des défis, on se fait des compliments, on échange des vidéos. Sauf que là, il s'agit d'attentats suicides. Mais le comportement est très proche. Enfin, je dirais la forme relationnelle, la forme de communication est très très proche. Qui s'incorpora a la conversa? Hi ha molts temes per anar parlant. Per allà hi ha moltes mans. Bonsoir, merci à M. Ramoneda pour avoir invité M. Roy, c'est toujours un grand plaisir. Je me demande si, dans le fond, moi je n'appelle plus les jeunes qui participent à un attentat de la deuxième génération. Pour moi, c'est déjà une troisième génération. Les premiers émigrés ont très bien ont éduqué leurs enfants. Les enfants sont allés à l'école et il y avait l'idée familiale où on devait sortir de la situation d'émigrés et pauvres. La troisième des générations, les petits-enfants de la première génération sont des enfants qui ont
profiter des bénéfices que pouvaient retirer leurs parents et grands-parents. Vous ne voyez pas là, non pas une solution, mais une explication? Et une deuxième question, comment voyez-vous le futur de la Syrie, s'il vous plaît? La Syrie. Alors, pour le premier point, on n'a pas beaucoup de troisième génération qui sont lancées dans les attentats suicides. Ça reste très largement un phénomène de deuxième génération. Et alors, là, une des raisons que je donne, c'est que les deuxièmes générations, c'est là que se fait la rupture culturelle. On a rompu avec la culture des parents et des grands-parents, et on se sent en décalage avec la culture du pays d'accueil, dont on adopte la culture jeune. On adopte complètement la culture jeune. Mais il reste un décalage, et c'est là qu'est la faille. Les troisième générations n'ont pas ce problème-là. Ils sont français, ils sont bons. Où ils vont exprimer leur... quand ils se sentent pas bien, quand ils sont en opposition, ils vont s'exprimer sur d'autres registres que la radicalisation islamique. Il y a d'autres registres de protestation, si je peux dire. Et alors, là, l'exemple turc, c'est le contre-exemple, parce que chez les Turcs, il n'y a pas de rupture culturelle. La seconde et la troisième génération, ils peuvent parler en turc avec leurs parents et leurs grands-parents. Il y a transmission, non seulement de la langue parlée, mais de la langue écrite. Donc de l'accès aux livres, aux journaux, à la radio, etc. etc. Et puis il y a un nationalisme assez fort, évidemment. Donc là, le choc culturel, si vous voulez, quand je parle de choc culturel, je ne dis pas que c'est deux cultures qui s'opposent. Je dis que c'est une culture qui s'effondre, qui disparaît, et l'autre qui n'apparaît que sous ses formes de communication relationnelle, esthétique, etc., mais pas comme ancrage social. Bon, c'est un peu confus ce que je dis, mais pour moi, le terreau même de la radicalisation, c'est la déculturation. Le converti est quelqu'un qui choisit sa déculturation. Parce que converti, il ne change pas seulement... Il change de religion, mais il n'adopte pas la culture de l'autre. Les convertis ne vont pas se mettre à manger, etc., comme est supposé le faire la culture musulmane. Ça ne l'intéresse pas. Il va il va suivre le code normatif de la religion. Donc, le jeûne du ramadan, etc. Mais il ne va pas prendre les formes culturelles. Il ne va pas faire la fête le soir du ramadan avec les copains, etc. On ne prend que le côté normatif. C'est le problème des convertis, en général. En général, bien sûr. On se convertit à un système de normes. Et donc, du coup, on est encore plus dur. Parce que la norme n'est pas mitigée, allégée par la culture. Donc là aussi, on a un phénomène de déculturation. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a une déculturation généralisée. C'est ce que j'explique dans mon dernier livre, L'aplatissement du monde. Ce que j'ai analysé à partir de mon étude des religions, finalement, j'en arrive à la conclusion que c'est un phénomène général. Que ce n'est pas simplement lié à l'immigration, mais que c'est beaucoup plus, maintenant, plus profond, ou plus superficiel d'ailleurs, que ça. Et la Syrie, il faudrait qu'on... Pour dire les choses simplement, depuis 2011, les protestations politiques dans le monde arabe ne se font plus au nom de l'islam. Bon. Depuis le printemps arabe, les jeunes descendent dans la rue pour la démocratie, la justice, la dignité, etc. Mais ce mouvement de jeunes a été incapable de se structurer politiquement. Voilà, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de... Bon. Ils manifestent sur les places. On occupe les places, comme on occupe les campus aujourd'hui. Il y a
Columbia, Sciences Po, voilà, on occupe, on est entre soi et on dit vive la justice, bon, mais on fait rien. Bon. Donc, l'espace politique, après le printemps arabe, a été occupé par les partis islamistes, Frères musulmans en Syrie, en Tunisie, et maintenant Al-Shara en Syrie, parce que eux, ils sont là, ils ont une formation politique, ils ont un mouvement politique, et Al-Shara, il a des troupes. Bon. Donc, ils prennent le pouvoir, soit par les élections, soit en prenant la capitale. Le problème, c'est, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris le pouvoir? Et voilà. Bon. Alors, Al-Shara, c'est un type très malin, hein, c'est un politique profondément. Donc, il a compris que l'État islamique, la constitution islamique, la charia, etc., ça ne marche pas. Bon. Maintenant, une fois qu'on sait que ça ne marche pas, est-ce qu'on dit, bon, bah, l'islam, on s'en fiche? Ben non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire, bon. Qu'est-ce qui nous reste du référent religieux? Voilà. C'est le problème qu'avait Ranouchi en Tunisie, c'est le problème qu'avait Morsi en Égypte, c'est le problème qu'a Al-Shara aujourd'hui. Quand on a passé sa vie dans un mouvement islamiste, comme militant d'un mouvement islamiste, qu'on sait que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà où on en est. Alors, il a une stratégie politique qui est intelligente, qui est rationnelle. On reconnaît la diversité du pays, on veut maintenir l'État central, mais on ne veut pas le maintenir par une idéologie. On veut rétablir l'ordre, essentiel. On veut le monopole de la force armée, normal, essentiel. Le respect des frontières, etc., etc. Et on respecte les deux diversités religieuses, donc chrétiens et, espérons-le, alaouites, et ethniques, les Kurdes. Bon. Mais il y a un environnement géostratégique, il y a la Turquie, il y a Israël, il y a l'Iran. Bon. Comment on gère tout ça? On va voir. Moi, je suis assez optimiste sur la Syrie. Pour une fois que je suis optimiste. Oui, je voudrais vous poser une question très concise et très précise. Dans l'histoire de ce phénomène, je pense avoir lu, il fait longtemps, que c'est chez les Arméniens, où on a commencé ce phénomène pendant sa révolte contre le Turc. Alors, est-ce que c'était... Je le lis, vous savez, chez vous, ça se dit en français, dans plusieurs bouquins, et j'étais un peu choqué. Alors, selon ces auteurs, je ne vais pas maintenant citer ces noms, c'est chez les Arméniens où on peut dire qu'on a commencé ce phénomène moderne. Non, en tout cas, ce n'est pas dans mes livres à moi. Il y a eu un mouvement donc, terroriste arménien de la Sala dans les années 70-80, hein, où ils ont attaqué des Turcs en France, en Allemagne, etc. Donc c'est pour ça que j'ai cité les Arméniens comme faisant un exemple de ce déversement des tensions moyen-orientales en Europe. Donc au même titre que les Palestiniens, que les Kurdes, voilà. Il y a eu un terrorisme arménien, oui. Mais pas un attentat suicide, à ma connaissance. Monsieur Roy, merci beaucoup pour le parcours que vous nous avez fait sur les attentats suicides. Bon, il y a un phénomène qui est commun aussi parmi les générations. Les cas que vous avez cités, ils sont tous des hommes. Bon, ça se peut, c'est une question banale parce qu'en fin de compte, la majorité des gens qui tuent, qui se font tuer et qui se tuent eux-mêmes, c'est des hommes. Mais je voudrais vous demander vos réflexions. Et la deuxième question, c'est que j'ai l'impression qu'aussi dans les cas que vous avez cités, il n'y a pas de chiites. Alors c'est une question que je vous pose aussi, est-ce que c'est un phénomène plutôt sunnite? Merci. Alors, pour la deuxième question, ça a commencé chez les chiites, hein, au Liban. L'attaque contre les troupes françaises, etc., c'était un attentat suicide, piloté par ce qui allait devenir le Hezbollah. Et au début, les attentats suicides, donc au début des années 80, sont essentiellement chiites. Et puis, d'un seul coup, ça s'arrête.
où ça se limite à quelques cas, et on passe, dans les années 90, ça passe du côté sunnite. Bon. Une des raisons, enfin, bon, encore une fois, hein, c'est des hypothèses qu'on fait, c'est que à partir très rapidement, dans les années 80, le radicalisme chiite a été pris en main par l'Iran. On n'a pas de chiites comme ça qui font des attentats à droite et à gauche, etc. C'est l'Iran, soit par le Hezbollah, soit directement par les services, qui organisent les attentats à l'étranger. Et là, l'Iran a une vision très classique de l'attentat terroriste. C'est une opération militaire. Donc on monte ça avec un soutien étatique, et on préfère ramener le terroriste pour qu'il serve une seconde fois. On n'est pas dans l'attentat témoin. Les terroristes qui attaquent chiites pro-iraniens, qui ont fait des attentats dans les années 80 et 90, ne se filment pas, ne laissent pas de vidéos. Ce sont des soldats qui obéissent à une hiérarchie, qui ont des instructions, et voilà, c'est complètement, j'allais dire, c'est classique, ça n'a rien à voir avec ce phénomène, enfin, dans l'esprit, dans le résultat parfois, mais dans l'esprit, ça n'a rien à voir avec les attentats suicides qui vont se répandre à partir de 1995. Pour les femmes, au début, il n'y en avait pas. Mais il y en a eu, et on en a plusieurs. On en a Muriel de Gauque, une Belge convertie. Alors, c'est des convertis. Mais surtout, on a depuis peu une augmentation, enfin depuis 10 ans, une augmentation du nombre de femmes qui sont prises avant l'attentat. Parce qu'il faut voir ça aussi. Quand un attentat a lieu, bon, on peut faire le bilan de l'attentat. Mais il y a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués à l'avance, mais on ne peut pas savoir si l'attentat aurait eu lieu. Si ça aurait été forcément un attentat suicide, on ne sait pas trop. Mais on a pour la police, du côté français, c'est plus d'un tiers des attentats préparés à partir de 2016 l'étaient par des femmes. Les tigres tamouls ont utilisé essentiellement des femmes pour leurs attentats suicides. Et alors après, ça posait tout le problème pour Daesh, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait des femmes qui rejoignent le djihad ? Normalement, dans la tradition musulmane, une femme ne peut pas aller comme ça faire le djihad. Voilà, point. Son mari peut y aller, son père, son frère, tout ce qu'on veut, mais une femme n'a pas à combattre dans toute la tradition. Et Daesh n'a jamais utilisé de femmes comme combattantes. Et donc le rôle des femmes, c'était de faire des petits djihadistes, de faire des lionceaux. Donc elles étaient mariées systématiquement. Elles ne pouvaient pas rester s'ils n'étaient pas mariés. Et puis, il y en a qui ont fait 3 ou 4 maris, parce qu'ils se faisaient tuer à chaque fois. Et hop, un nouveau mari, un nouvel enfant, il se fait tuer, un nouveau mari, un nouvel enfant. Bon. Et on a des cas humanitaires terribles de familles entières maintenant qui sont encore en Syrie, dans les camps du côté kurde. Mais ces femmes-là, pour la plupart d'entre elles, c'était un choix. Elles ont décidé de rejoindre le djihad en sachant quelle position elles auraient là-bas. Et là, bon, c'est... voilà, on n'a pas de passionnariat, on n'a pas de femmes en Kalachnikov. On en a très peu qui ont effectivement commis des attentats suicides, mais on a beaucoup qui étaient volontaires pour le faire. Hola, senyor Roy, gràcies per la xerrada. Jo li volia preguntar en relació, vostè ha comentat una relació entre joves islamistes que van ser els causants dels atemptats terroristes durant aquests 20 anys que ha comentat, no? I els joves nord-americans als Estats Units, no? Ha comentat una relació entre els dos perfils, no?
I jo li volia preguntar si aquesta relació es basa principalment en una causa molt evident com és el boom digital, el boom d'internet, no? Com justament han coincidit aquesta franja de 20 anys amb un boom digital molt gran i aquests joves, per les dues parts, han tingut accés a recursos, a contingut d'alta violència, no? Gràcies a internet, i a una major possibilitat d'obtenir recursos per dur a terme aquesta mena d'actes terroristes, no? I jo li volia preguntar si hagués sigut igual aquest desenvolupament terrorista per dues bandes si no fos per l'eina d'internet. Oui, c'est évident qu'Internet a joué un rôle énorme. Internet, maintenant, c'est le monde virtuel. On peut passer sa vie sur Internet. Donc, on ne peut pas séparer Internet de ces formes de radicalisation. Ça, c'est clair. Maintenant, je ne ferai pas de causalité. Je ne dirai pas c'est à cause d'Internet que les jeunes deviennent nihilistes, etc. Et je dirais c'est un petit peu comme l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie et le protestantisme. Je suis protestant, donc je peux me permettre. C'est pas l'imprimerie qui a créé la réforme de Luther, mais la réforme de Luther n'aurait jamais pris sans l'imprimerie. Donc on a ce phénomène qui est assez classique, c'est quand il y a des mouvements profonds, ces mouvements profonds trouvent toujours à un moment donné l'instrument technique. Et s'ils ne le trouvent pas, effectivement, ils s'épuisent, ils ne se développent pas. Donc ce n'est pas Internet qui a créé le nihilisme, mais Internet favorise à fond ce développement cet échange, tout simplement ce monde virtuel, où il n'y a plus besoin de s'occuper de ce qui se passe autour de vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez plus à vous occuper de vos voisins, de votre famille. Vous êtes dans un monde abstrait qui pousse forcément aux limites, parce qu'il n'y a aucune personne qui peut être en désaccord avec vous et que vous respectez et connaissez. Vous ne fréquentez que des gens qui sont d'accord avec vous ou qui ont une forme de pensée qui pousse à l'extrême ce que vous pensez. Mais vous n'êtes jamais confronté à un débat réel, à une voie de la raison, etc. Donc, oui, Internet, par définition, c'est le lieu où se déploient ces formes de radicalisme et de nihilisme qui ensuite vont revenir dans la société réelle, mais sous une forme mortelle. Bonjour, monsieur. Je veux vous faire une question. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que toutes ces jeunes ne se radicalisent plus? Fermer les ressources sociales, les faire sortir de soi-même qu'est-ce que vous proposez comme solution? Comment dire, c'est un problème général. C'est-à-dire que, en fait, très peu de jeunes deviennent terroristes. Le terrorisme occupe une place centrale dans notre vision du monde, dans les médias. C'est un facteur politique dans la mesure où les gens vont voter par rapport à ça. Mais quand on regarde le nombre de jeunes impliqués, c'est quelques milliers. Donc théoriquement, c'est pas bon. Mais en même temps, c'est un symptôme, comme vous le dites. C'est un symptôme d'une crise profonde de civilisation. Et nous sommes dans cette crise de civilisation. C'est ce que j'appelle la déculturation généralisée. On n'a plus besoin de se référer à une culture. On vit dans un monde de la communication et de la norme. Et on oublie deux choses, la culture et les valeurs. Bon. Donc, l'objectif serait la reconstruction du lien social.
Ce lien social que Internet ignore. Je ne dis pas qu'il le détruit. Internet ignore le lien social. Le lien social, c'est la société dans laquelle on vit. Et là, il n'y a pas de solution miracle. Parce qu'on est dans des systèmes économiques ou même politiques qui ne cherchent pas à reconstruire le lien social à la base. Je donne un exemple typique. Les gilets jaunes en France. C'est typiquement une demande de lien social. Voilà. Ce sont des gens qui se retrouvent déstructurés géographiquement, professionnellement, parfois tout simplement parce que l'essence coûte trop cher, parce que les trains ne marchent pas, parce que voilà. Bon, c'est des gens qui veulent du lien social. Ils essaient de le créer. Ils se retrouvent autour de barbecues, sur un rond-point, etc. Quelle a été la réponse? La police. Bon. Le mouvement a été cassé. Et l'État a dit on va s'occuper du lien social, etc. On va augmenter on va améliorer les transports, etc. Mais c'est pas ça que les gens voulaient. Ils voulaient du lien social. Et sur le plan économique, ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'ubérisation. C'est-à-dire que le travail dans des cadres collectifs se fait de moins en moins. On travaille dans son bureau, où on est censé être un entrepreneur. Le Uber ou le monsieur sur son vélo qui amène les pizzas, il est, pour son patron, un entrepreneur. Il n'est pas un ouvrier, il n'est pas un employé, il est un entrepreneur. Donc on a cette espèce d'ultra-individualisation de la relation économique, qui s'accentue avec, évidemment, Elon Musk. On casse au maximum tout ce qui permet de reconstituer un lien social, que ce soit sur le plan simplement géographique, urbanistique, mais aussi économique. Voilà. Qu'est-ce qui s'oppose à ça? Alors d'abord, comme les Gilets jaunes, il y a des gens à la base. Il y a des gens dans les quartiers, dans leurs villages, etc., qui essaient de recréer quelque chose. Il y a des mouvements religieux. Je pense en Italie, les Sant'Egidio, Communion Liberazione, vous avez, là encore, il y a encore un christianisme social de base, qui a disparu en France, complètement. Vous avez des tas de gens qui essaient de faire du solidaire, écologistes, des jeunes qui essaient de monter des échanges solidaires, etc. Mais je constate que le politique, quel qu'il soit, même avec de bons prétextes, contribue à accentuer la casse sociale. Et c'est ça le problème. Et pour contrer la casse sociale, ça ne peut venir que de la base, que des gens. Le populisme, paradoxalement, qui est largement fondé sur cette peur de l'isolement, donc on s'invente une communauté, une identité, etc., le populisme accentue l'individualisation de la société, justement en définissant des catégories d'exclusion. Donc politiquement, je ne vois pas de... C'est pas par hasard, si vous voulez, si dans les années 90, il s'est passé quelque chose en Europe qui a été l'effondrement parallèle de la démocratie chrétienne et de la social-démocratie. Ils ont disparu en même temps. Alors chaque fois, on peut dire oui, mais en Italie, voilà, c'est la corruption, en Allemagne, c'est ceci et cela, ça. Oui, mais on voit bien que c'est structurel. Et la démocratie chrétienne, oui, démocratie chrétienne et social-démocratie. La démocratie chrétienne a été remplacée d'abord par une droite néolibérale berlusconienne. On a eu Sarkozy, les Italiens ont eu Berlusconi, etc. Et cette droite est en crise aujourd'hui, complètement, parce qu'elle est complètement déchirée entre des valeurs prétendument conservatrices, la famille, etc., mais des pratiques qui sont antisociales et antifamiliales.
Donc de plus en plus, on se retrouve avec des extrémistes. À droite, bon, les populistes, et à gauche, chez nous, on en a un bon aussi. À l'extrême gauche, bon, un populisme de gauche, d'origine espagnole d'ailleurs, mais bon, le camarade Mélenchon. Donc, je ne vois pas, si vous voulez, d'espace politique où pourrait se reconstruire un projet de reconstruction du lien social. Voilà. Mais les élections sont toujours là, on peut encore voter, donc on peut garder un certain espoir. Hola, bona tarda. Quan parlava d'aquest segon model de terrorista suïcida que emergeix al partit del 2017, ha fet referència en dues ocasions, que és sobretot casos psiquiàtrics. Pel que tinc entès, a França, a més de polítiques preventives liderades per les forces de seguretat, com és el cas d'aquí, també hi ha experiències d'intervenció des de la salut mental comunitària a través de psicoteràpia, cosa que aquí a Catalunya no en tenim en aquests moments. Li volia preguntar quina valoració fa d'aquest fet, que es pugui considerar també el fenomen de la radicalització dels joves i adolescents com un problema de salut pública i que, per tant, dins de les polítiques de prevenció també jugui un rol a aquesta intervenció més de la salut mental des de la psicoteràpia i del treball comunitari. Gràcies. Alors, tous les experts sont d'accord. Il y a un accroissement des problèmes psychiatriques, en particulier chez les jeunes. Voilà, tout le monde est d'accord. Et en même temps, on a une restriction des crédits destinés à la santé. Et bon, il faut savoir ce qu'on veut. Évidemment, une politique de prise en charge des questions psychiatriques est forcément une politique de long terme. Il faut former les psychiatres, les psychologues, le personnel. Bon. Et donc, ce n'est pas rentable pour un politicien. Politicien, aujourd'hui, bon, c'est 2 ans, 4 ans, son horizon de pensée. Donc, ils vont plutôt proposer de construire des prisons que de construire des hôpitaux. C'est cynique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a une autre solution. Enfin, bon, là, je fais... Bon, je ne suis pas vraiment très sérieux. Il y a une chose qui est intéressante, c'est l'autisme. L'autisme était considéré, jusqu'à quelques années, comme une maladie psychiatrique très grave. Très grave. La psychanalyse s'est cassé les dents sur l'autisme. La psychiatrie ne sait pas gérer l'autisme. Ça. Et puis, depuis quelques années, on voit apparaître les gens qui sont dans le spectre de l'autisme. C'est curieux. On a une maladie, puis après on est dans le spectre. Et puis on voit apparaître des autistes heureux. Maintenant, les gens se revendiquent autistes. Elon Musk, oui, il est autiste. Et du coup, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Eh bien, on transforme la maladie en bien-être. Voilà, on garde la maladie, elle est là, mais on dit c'est le bien-être. Maintenant, c'est bien. Vous avez par exemple dans des revues de directeurs des ressources humaines dans les entreprises, donc la personne qui gère le personnel. Oui, mais les autistes, finalement, ils ont beaucoup d'avantages. D'abord, ils sont obsédés par la norme, donc ils sont très très bons, ils respectent les heures au moins, ils ne font pas de bêtises avec la machine à café, il faut simplement que les autres s'adaptent à l'autisme. Et donc, on a ici une conjonction entre une revendication de gauche, progressiste, il n'y a pas de fous, il y a des gens qui ont des problèmes, il faut que la société s'adapte à leurs problèmes, etc. Et de l'autre côté, un management technocratique de la folie qui dit finalement la folie ça peut rapporter. C'est pas si mal que ça. Donc voilà, on a la solution, c'est tout simplement
dire il n'y a plus de maladie. Et donc, pas besoin de former du personnel. Je plaisante. Hi havia una pregunta allà al final, serà l'última ja. Sí, bueno, li dono temps per posar-se... Però serà en català la pregunta. El que jo volia preguntar és que, primer de tot, moltes gràcies per la seva xerrada i el segon que volia dir és, m'ha semblat curiós que abans has dit una frase que m'ha marcat molt, que és si un supremacista blanc vol matar musulmans o, en el seu cas, islamistes, s'apuntarà a l'exèrcit, no? Llavors, jo el que et volia preguntar és, en la teva opinió, quin és el paper que juga als Estats Units i, en defecte, a través de la CIA, a través de l'exèrcit, en l'increment de la violència radical islamista? Le problème, c'est que... alors, je laisse tomber l'Afghanistan des années 80, parce que j'y étais, je connais bien. C'est pas vrai que les Américains ont financé Ben Laden. Bon. À partir des années 95, quand Ben Laden s'attaque aux Américains, on a... le problème, c'est pas les Américains qui créent Ben Laden, mais les Américains se vengent de Ben Laden ou de tout terroriste sur, en fait, la population. C'est ça le problème. Les Américains avaient de très bons rapports avec les talibans jusqu'au 11 septembre 2001. Le département d'État disait que les talibans, c'était le meilleur régime possible pour les Afghans. En 2001, le 11 septembre, donc, on s'aperçoit que Ben Laden est en Afghanistan. Et là, les Américains deviennent fous. Enfin, Cheney, Rumsfeld, ça, on va se venger. Des postures comme celles que Trump a aujourd'hui, elles existaient à l'époque. On va se venger, on va casser les talibans. Bon, donc ils ont cassé les talibans. Ça a eu quelques effets positifs, en particulier pour les femmes de Kaboul. Mais ils n'ont jamais essayé de reconstituer la société afghane. Donc leur stratégie, c'était le bombardement systématique. Et les Français, les Italiens et aussi les Espagnols qui étaient là, qui eux étaient plutôt des fantassins, enfin des gens qui étaient sur le terrain, qui avaient les pieds... ils voyaient les dégâts faits par cette politique américaine de bombardement systématique de tout groupe dont on pouvait penser que peut-être c'était les talibans. Et là, les Américains ont radicalisé effectivement la situation, mais la conséquence n'a pas été le terrorisme. C'est ça qui est intéressant. Aucun Afghan n'a fait de terrorisme jusqu'en 2021. Par contre, ça a fait basculer la société civile rurale afghane du côté des talibans. Même chose, si vous voulez, dans la manière dont... quand les Américains ont attaqué Daesh en Syrie, ils ont tapé très fort, mais à cette époque, à ce moment-là, aucun terroriste n'est syrien ou irakien. Ce sont les autres, ce sont des secondes générations français qui vont dire on va venger les musulmans syriens écrasés sous les bombes américaines. Mais ce n'est pas les musulmans syriens qui se sont radicalisés. Donc il n'y a pas de rapport mécanique entre la radicalisation et l'intervention militaire américaine. Par contre, l'intervention militaire américaine permet aux radicaux de justifier leur radicalisme. Mais ils sont jamais, les radicaux ne sont jamais les victimes des Américains. C'est ça le paradoxe total. Il n'y a pas de terroristes palestiniens en dehors de l'espace israélo-palestinien. Il n'y en a pas. Or, avec ce qui se passe, on pourrait se dire, bon, il y a des Palestiniens qui auraient de bonnes raisons de passer au terrorisme, d'exporter le terrorisme. Ils ne le font pas. Donc on a si vous voulez, on a un climat général qui explique la radicalisation, mais on n'a pas de causalité. En disant, si je tape là, je vais forcément créer des radicaux à l'endroit où je tape. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Molt bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies.
Merci beaucoup, Olivier, i a tots vosaltres. Ens trobem d'aquí 15 dies. Moltes gràcies.